Vous pensez que votre lundi a mal commencé? Vous avez l'impression que votre travail est dur, répétitif ou injuste? Vous vous demandez pourquoi vous devez vous lever chaque matin pour accomplir une routine que vous ne comprenez pas toujours. Et si le problème n'était pas votre emploi, mais la comparaison constante avec une idée idéale du travail? Tout au long de l'histoire, il a existé des métiers si étranges, si inconfortables et si difficiles à imaginer qu'ils font paraître n'importe quelle journée moderne comme un privilège. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Certains de ces métiers n'étaient pas seulement absurdes, ils soutenaient aussi des systèmes entiers de discipline et de pouvoir. Restez, car en arrivant au numéro 1, tout prend un sens différent. Bien avant que les téléphones portables n'envahissent nos tables de chevet et avant que les réveils ne deviennent un objet quotidien, se réveiller à l'heure ne dépendait pas d'une machine. Cela dépendait d'une autre personne. Dans les premières années de l'industrialisation, quand les usines rythmaient la vie quotidienne, arriver en retard n'était pas un inconvénient mineur. C'était un problème sérieux qui pouvait coûter le salaire ou même l'emploi. De cette nécessité est né un métier aussi simple qu'étrange, le réveilleur humain. Ces personnes, connues sous le nom de knocker-ups, parcouraient les rues alors que la majeure partie de la ville dormait encore. Ils sortaient avant l'aube, marchant dans des quartiers silencieux, le froid du matin accompagnant chaque pas. Leur mission était claire, s'assurer que leurs clients se réveillent à l'heure exacte. Armés de longues perches en bois ou en bambou, ils s'arrêtaient devant les fenêtres et frappaient le carreau avec soin, mais avec insistance. Il ne suffisait pas de faire du bruit une seule fois. Le réveilleur humain ne partait pas avant d'être tout à fait sûr que la personne de l'autre côté était réveillée. Il devait voir un mouvement, une ombre, un signe sans équivoque que le travail était fait. L'objectif principal était de garantir que les ouvriers d'usine, les boulangers et d'autres travailleurs essentiels arrivent à l'heure à leur poste. À une époque sans alarmes automatiques, ce service était fondamental pour le fonctionnement de la ville. Pour ceux qui avaient le sommeil particulièrement lourd, la méthode devenait plus créative. Certains réveilleurs humains lançaient des poids secs contre les fenêtres, l'un après l'autre, jusqu'à provoquer une réaction visible à l'intérieur de la chambre. Le plus ironique dans ce travail est que ceux qui se consacraient à réveiller les autres devaient aussi se lever très tôt. Et pour ne pas faillir, certains engageaient un autre réveilleur humain pour se charger de les réveiller d'abord. Une chaîne de dépendance parfaitement absurde, mais tout à fait fonctionnelle. Un exemple précoce de la façon dont même les métiers les plus étranges pouvaient soutenir des routines de travail rigides et exigeantes. Être prince, dans l'Europe médiévale, était, en apparence, une vie de privilège absolu. Richesse, pouvoir, protection et une position que personne n'osait remettre en question. Pourtant, même les héritiers du trône avaient besoin de discipline. Le problème était que la dignité royale empêchait qu'un prince reçoive des châtiments physiques. Frapper le futur roi était impensable. Mais le besoin de punition existait toujours. La solution fut aussi cruelle qu'absurde. Au lieu de punir le prince, on punissait un autre enfant à sa place. C'est ainsi qu'est née la figure du souffre-douleur. Il s'agissait généralement d'un enfant du même âge que le prince, éduqué à ses côtés et constamment auprès de lui. Chaque fois que le prince se comportait mal, le châtiment ne tombait pas sur celui qui avait commis la faute, mais sur ce substitut. L'explication officielle derrière cette pratique était que le prince, en voyant souffrir un ami proche, ressentirait de la culpabilité et apprendrait la leçon. On supposait que la douleur d'autrui fonctionnerait comme un correctif moral. En réalité, comme il est facile de l'imaginer, ce système remplissait rarement son objectif. Le prince observait le châtiment sans subir de conséquences réelles, tandis que le souffre-douleur assumait toute la souffrance. Pourtant, ce rôle a existé pendant des générations. Le souffre-douleur avait une fonction stable au sein de la cour. Sa présence
n'était ni une erreur ni une exception, mais faisait partie d'un système conçu pour protéger l'image du pouvoir. Tout était orienté vers la préservation de l'autorité royale, même si cela signifiait transférer la douleur à quelqu'un de plus faible. Ce travail reflète de manière brutale comment les structures de pouvoir peuvent justifier n'importe quel sacrifice tant que la figure centrale reste intacte. Le châtiment ne disparaissait pas. Il changeait seulement de destinataire. Pendant des siècles, la médecine a fermement cru que de nombreuses maladies pouvaient être guéries en extrayant du sang du corps humain. La saignée était un traitement courant, accepté et respecté. Dans ce contexte, les sangsues n'étaient pas de simples animaux répulsifs, mais des outils médicaux précieux. Leur demande était si élevée qu'elle a donné naissance à une profession spécifique, le récolteur de sangsues. Ces travailleurs se rendaient dans des marais, des rivières et des zones d'eau stagnantes, souvent dans des conditions extrêmes. Ils n'utilisaient ni filets ni instruments élaborés. Leur propre corps était l'outil de travail. Ils entraient dans l'eau jambes nues et restaient immobiles pendant de longues périodes, attendant que les sangsues se fixent sur leur peau. Une fois qu'ils en avaient assez, ils les retiraient une à une et les stockaient pour les vendre aux médecins et aux apothicaires. C'était une activité lente, inconfortable et douloureuse. L'eau était souvent froide, ce qui engourdissait le corps et affaiblissait les défenses. Les morsures provoquaient des infections fréquentes et les plaies mettaient beaucoup de temps à cicatriser. Avec le temps, le corps du récolteur restait marqué par des cicatrices permanentes. C'était un travail sans prestige, sans reconnaissance et sans gloire. Pourtant, il soutenait une pratique médicale considérée comme essentielle à l'époque. La souffrance physique du récolteur était le prix que d'autres étaient prêts à payer pour guérir. Ce métier montre à quel point la nécessité économique pouvait pousser une personne à transformer son propre corps en outil de travail, acceptant la douleur comme faisant partie de la routine quotidienne. À la cour impériale chinoise, il existait un travail qui poussait l'obéissance et l'immobilité à un niveau extrême. Certaines personnes étaient employées comme pièces humaines dans des parties d'échecs organisées pour l'empereur. Ce n'était pas un jeu symbolique, ni une mise en scène légère. C'était une véritable mise en scène, avec de vraies personnes occupant la place des pièces. Vêtus de vêtements lourds, ornés et difficiles à supporter pendant de longues heures, ces travailleurs devaient rester totalement immobiles. Ils ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas s'asseoir et ne pouvaient pas réagir à la fatigue ou à la douleur. Leur seule fonction était d'attendre. L'empereur réfléchissait à chaque mouvement et pendant ce temps, les pièces humaines restaient debout, supportant le lent passage des heures. Lorsqu'une pièce était capturée, la personne devait interpréter son rôle jusqu'au bout. Elle tombait au sol, simulait une mort dramatique et restait immobile pendant que la partie continuait. Ce qui pouvait paraître simple devenait rapidement une épreuve physique et mentale. L'engourdissement, la pression des vêtements et l'impossibilité de bouger transformaient ces personnes en simples objets décoratifs. Elles faisaient partie du spectacle, non pas comme des participants dotés de leur propre volonté. Ce travail reflète une vision extrême du pouvoir, où même le corps humain pouvait devenir un simple élément de divertissement, toujours subordonné à la volonté d'une seule personne. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les écoles de médecine étaient confrontées à un problème qui menaçait directement l'avancement des connaissances scientifiques. Pour étudier le corps humain et former de nouveaux chirurgiens, elles avaient besoin de cadavres. Cependant, la loi n'autorisait l'utilisation que d'un nombre très limité de corps, généralement ceux de criminels exécutés. La demande était énorme et l'offre minimale. Face à cette situation, une figure aussi nécessaire qu'inquiétante est apparue, le résurrectionniste. Ces personnes travaillaient dans l'ombre, agissant presque toujours de nuit. Elles s'infiltraient dans les cimetières récents, localisaient des tombes fraîchement creusées
et déterrèrent les corps avec rapidité. L'objectif n'était pas de voler des objets de valeur, mais le corps lui-même. Une fois extrait, le cadavre était vendu à des écoles de médecine et à des anatomistes. C'était une activité illégale, mais très rentable. Le risque était élevé, mais la récompense économique compensait le danger. Avec le temps, certains résurrectionnistes devinrent si efficaces qu'ils commencèrent à voir le processus d'excavation comme un désagrément inutile. Dans certains cas extrêmes, ils décidèrent de supprimer cette étape. Au lieu de déterrer des corps, ils créèrent leur propre approvisionnement. Cela signifiait le meurtre. Des cas comme celui de Burke et Hare ont montré jusqu'où ce métier pouvait aller lorsque la frontière entre la nécessité et la morale disparaissait complètement. Le plus troublant est que de nombreux chirurgiens et professeurs de médecine ont choisi de fermer les yeux. Ils justifiaient l'origine des corps comme un mal nécessaire au progrès scientifique. La connaissance progressait, mais elle le faisait sur une base profondément sombre. Le résurrectionniste représente l'un des exemples les plus clairs de la façon dont la science et l'horreur peuvent se croiser lorsque la demande dépasse toute limite éthique. À l'heure actuelle, les funérailles sont généralement des cérémonies sobres, marquées par le silence et le respect. Cependant, pendant une grande partie de l'histoire, des funérailles n'étaient pas seulement un adieu, mais un spectacle social soigneusement construit. L'intensité de la douleur affichée était une façon de mesurer l'importance du défunt. Pour garantir cet impact émotionnel, de nombreuses familles engageaient des pleureuses professionnelles. Ces personnes n'assistèrent pas aux funérailles par lien personnel, mais par travail. Leur fonction était de pleurer, de crier et d'exprimer une douleur exagérée qui remplissait l'espace d'émotion. Les pleureuses savaient exactement comment se comporter. Elles pouvaient sangloter de manière convaincante, se jeter au sol, se frapper la poitrine et déchirer leurs vêtements pour augmenter le dramatisme. Plus la performance était intense, plus l'impression transmise aux assistants était grande. Dans certaines cultures, il existait même des systèmes de paiement basés sur la qualité des pleurs. On évaluait le volume des cris, la quantité de larmes et la résistance physique pour maintenir la performance pendant de longues périodes. Les pleureuses les plus expérimentées étaient très sollicitées et pouvaient enchaîner les funérailles sans repos. Ce métier démontre comment la douleur, même celle d'autrui, pouvait devenir un outil professionnel. La souffrance se transformait en une représentation publique et l'émotion devenait un service contracté. C'est, sans aucun doute, le métier le plus étrange et le plus surprenant de tous. À la cour d'Angleterre, l'un des postes les plus importants n'avait rien à voir avec la guerre, la politique ni la diplomatie. Sa fonction principale était d'aider le roi au moment le plus intime de sa routine quotidienne, aller aux toilettes. Le valet de chambre de la chaise royale n'assistait pas seulement physiquement le monarque. Il était également chargé de nettoyer, d'enregistrer et de superviser les habitudes les plus privées du roi. Il avait accès à des informations que personne d'autre ne possédait et connaissait des détails qui restaient hors de portée de la majeure partie de la cour. Ce qui rend ce travail vraiment frappant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un poste humiliant ou marginal. Bien au contraire, c'était l'un des postes les plus proches du roi. Cette proximité générait de la confiance, et la confiance se traduisait en influence. Le valet de chambre de la chaise royale écoutait des conversations privées, connaissait les humeurs et était présent à des moments où aucun ministre n'avait accès. Avec le temps, beaucoup de ses assistants ont accumulé un pouvoir politique considérable, influençant des décisions importantes du royaume. Ce travail démontre une vérité inconfortable sur le pouvoir. Il ne réside pas toujours dans les fonctions les plus visibles. Parfois, l'accès le plus intime est la forme d'influence la plus efficace. L'histoire regorge de métiers qu'il nous est difficile de croire aujourd'hui. Des personnes qui en réveillaient d'autres à coups de perche, des enfants qui subissaient des punitions pour les erreurs d'autrui, des corps utilisés comme outils médicaux
et des hommes qui construisaient leur pouvoir depuis les endroits les plus inattendus. Tout cela a existé et a fait partie du fonctionnement normal de la société. Ainsi, la prochaine fois que vous sentirez que votre travail est pesant ou injuste, rappelez-vous qu'il y a eu des époques où le sacrifice professionnel signifiait douleur physique, humiliation ou danger constant. L'histoire est étrange, et comparée à elle, votre journée de travail n'est probablement pas si mal.